Merci, Monsieur le Président. Merci également au honorable assesseur. Monsieur le Président, le ministère public reprend la parole pour répliquer par rapport à des points précis. Monsieur le Président, ces points n'intéressent que le droit, puisque nous n'allons pas nous mettre à répondre à tout ce qui a été dit ici sur la personne qui compose le ministère public, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a été dit à la défense que les jurisprudences qui ont été développées par le ministère public, que c'est des jurisprudences, Monsieur le Président, qui sont inopportunes. Et, Monsieur le Président, je voudrais rappeler que la jurisprudence, Monsieur le Président, dans son sens exact, c'est les manières par lesquelles les juridictions ont eu à régler les affaires. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans ce cas d'espèce, Monsieur le Président, les jurisprudences que nous avons invoquées, c'est des jurisprudences qui résultent de l'examen des affaires qui ont été pendant devant les juridictions internationales. Et lorsqu'on vous dit également, Monsieur le Président, que les jurisprudences que nous avons invoquées, c'est des jurisprudences qui ne règlent pas la question de requalification, je voudrais rappeler que ce n'est pas les jurisprudences qui règlent la question de requalification que nous avons invoquée, mais c'est des jurisprudences, Monsieur le Président, qui règlent les infractions qui sont soumises devant les juridictions internationales. Et le crime contre l'humanité, Monsieur le Président, est une infraction qui a été soumise devant ces juridictions internationales, et ces juridictions internationales ont rendu des décisions, Monsieur le Président. Et également, il faudrait que la défense comprenne que la question de la jurisprudence, Monsieur le Président, que nous avons invoquée, ou les jurisprudences que nous avons invoquées, c'est pour vous dire à votre tribunal que le règlement des crimes, le jugement des crimes, ce n'est pas un jugement inédit. Ça a été fait ailleurs, et c'est pourquoi nous avons cité ces jurisprudences, Monsieur le Président. Également, au niveau de la défense, ils ont parlé de l'inégalité des peines. D'inégalité des peines pour dire que il y a un traitement de faveur. Puisqu'il y a des accusés qui ont été condamnés, dont les peines ont été requises, qui ne sont pas les mêmes peines que les autres accusés, Monsieur le Président. Et hier, Maître, je ne vais pas trop retarder sur la question, puisque Maître Lassine l'a clairement débattu hier, et il a invoqué même les dispositions de l'article 92 du Code pénal, Monsieur le Président, qui parle de l'individualisation de la peine. Et, Monsieur le Président, à la lecture de ces dispositions pertinentes du Code pénal, l'article 92, l'individualisation se base sur deux critères fondamentaux. Le premier critère, c'est les circonstances qui entourent l'infraction dans sa commission. Deuxièmement, il y a la personnalité de son auteur. Monsieur le Président, ce sont les critères qui entrent dans l'individualisation de la peine, sans pour autant, pour des impératifs de temps, je ne vais pas relire cette disposition, mais ce qu'il faut retenir, dans le cas de l'individualisation de la peine, ce sont les circonstances de l'infraction dans sa commission et également la personnalité de l'accusé. Et c'est sur la base de ces critères, nous avons requis, conformément aux faits poursuivis à la compte de ces accusés, et nous savons que votre tribunal aussi a le pouvoir de le faire. Monsieur le Président, autre point, c'est par rapport aux crimes contre l'humanité. Il a été dit de l'autre côté, Monsieur le Président, que les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis qu'en temps de guerre. Ce qui laisse croire qu'en seulement en temps de guerre, on peut commettre les crimes contre l'humanité. Ce qui est, Monsieur le Président, contraire, selon les éléments constitutifs de crimes contre l'humanité, puisque dans la réunion des circonstances ou des éléments constituant le crime contre l'humanité, il est clairement dit qu'il faut une attaque systématique et généralisée. Il faut également que cette attaque soit dirigée contre une population civile. Dès lors que ces conditions sont réunies, Monsieur le Président, qu'il soit en temps de paix, que nous soyons en temps de paix ou en temps de guerre, lorsque ces éléments sont réunis, on rentre également clairement dans la qualification des crimes contre l'humanité. Donc cela voudrait dire, Monsieur le Président, que les infractions commises au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, Monsieur le Président, c'est une attaque qui était systématique et généralisée. Et cette attaque, Monsieur le Président, c'était contre une population civile. Et il faut retenir que cette attaque, c'est en temps de paix. Nous n'étions pas en temps de guerre. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, et puisqu'il faut aller rapidement, on a parlé ici de la prescription de l'action publique ainsi que de la prescription de l'action civile. Monsieur le Président, l'article 3 du Code de procédure pénale est clair là-dessus. En matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. Et en matière contraventionnelle, c'est 1 an bien sûr. Monsieur le Président, par rapport à cette question de prescription, il faut se référer tout de suite à l'intitulé de l'ordonnance qui vous saisit. Et cette ordonnance est intitulée « Ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel ». Il va sans dire que des faits délictuels ont été commis en même temps que des faits criminels. Et dès lors que le tribunal criminel est saisi, ce tribunal-là est compétent pour examiner les faits délictuels qui ont fait l'objet de renvoi devant lui. Et ce qui a été fait, Monsieur le Président, et puisque dans l'ordonnance, il y a des faits délictuels qui sont visés, les faits criminels sont visés, vous êtes là, vous êtes en formation criminelle, Monsieur le Président, vous avez bel et bien la compétence de juger ces affaires criminelles délictuelles-là. Et il a été dit que les faits délictuels sont prescrits et qu'il y a un temps qui s'est écoulé entre le dernier acte d'instruction et l'évocation de l'affaire devant ce tribunal-là. Ce qui est évident, Monsieur le Président, c'est son arrêt. Il ne s'est pas passé plus de 10 ans pour que l'affaire connaisse sa première évocation devant ce tribunal. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas de prescription. Vous avez bel et bien la compétence d'examiner cette affaire-là. Ensuite, on revient sur la requalification. Et on en a toujours parlé, Monsieur le Président. Ce qui est évident, c'est que dans cette affaire, il faudrait bien qu'on aille à la requalification. La requalification n'a autre but que de restituer aux faits dont l'examen est soumis au tribunal leur véritable qualification. Et dans cette démarche procédurale, Monsieur le Président, et comme il a été déjà rappelé par nos soins le 4 mars 2024, le tribunal n'a nullement l'obligation de demander à l'accusé s'il accepte d'être jugé pour les nouveaux faits susceptibles de lui être reprochés et non visés dans l'acte de saisie. L'essentiel est que l'accusé ait été mis en mesure de se défendre sous la nouvelle qualification envisagée. Or, Monsieur le Président, les accusés ici présents ont eu la possibilité de se défendre. Parce que lorsque nous avons soulevé la question de requalification, ici le 4 mars 2024, les avocats de la défense ont demandé un renvoi afin de répondre à cette réquisition-là. Ils ont eu 2 semaines, Monsieur le Président, ils ont fait des conclusions écrites. Et au bout de ces 2 semaines, ils ont encore organisé des débats ici. Pendant 2 semaines, on a parlé de requalification. Aussi, Monsieur le Président, est juste quand lorsque vous avez rendu la décision, c'est-à-dire que vous avez joint la question de requalification au fond, ils ont fait appel. Ils sont allés au niveau de la cour d'appel, ils ont échoué lamentablement. Ils ont été obligés de revenir dans cette salle pour que les débats se poursuivent. Et lorsque les débats sont poursuivis, on s'est retrouvé dans cette salle, Monsieur le Président, et on a amorcé la phase des confrontations. Et au cours de cette phase des confrontations, des questions ont été posées aux accusés, allant dans le sens de la nouvelle qualification envisagée. Et parmi ces questions, Monsieur le Président, nous avons naturellement qui était le commandant du régiment. La réponse à cette question, Monsieur le Président, va dans le sens de la nouvelle qualification. Qui commandait la garde présidentielle? En sa qualité de commandant du régiment, Toumba vous rendait-il compte? Est-ce que c'est le président Dadis qui avait habillé les hommes qui s'étaient rendus au stade? Est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui avait embarqué des armes dans des camions? Est-ce que le président Dadis a été le concepteur, le planificateur et l'exécuteur des massacres au stade? Est-ce que Toumba a dit à Marcel, qui vous a dit de tirer? Monsieur Toumba, est-ce que vous confirmez le recrutement de 9000 personnes et l'envoi de 500 hommes au camp Alfaya, ainsi de suite, Monsieur le Président? Des questions de ce genre ont été posées, des réponses ont été données et ces réponses-là sont consignées dans le primitif. Aussi, Monsieur le Président, je ne sais pas pour quelle raison on s'oppose tant à la requalification, d'autant plus que suffisamment d'éléments nous prouvent qu'il faut aller à cette requalification. Et la question de requalification, Monsieur le Président, ne relève pas seulement de la juridiction de jugement. L'avocat qui porte plainte devant le procureur a l'obligation de donner une qualification au fait qu'il porte devant le procureur.
L'OPJ qui reçoit, qui fait le procès verbal, monsieur le président, doit donner une qualification. Le juge d'instruction, la même chose. La juge de jugement aussi a l'obligation de donner aux faits leur véritable qualification. Et j'espère que ce travail-là qu'on veut vous régner, on veut vous empêcher, monsieur le président, de faire ce que la loi vous a demandé de faire. Nous pensons, monsieur le président, que suffisamment d'éléments sont au dossier qui prouvent qu'il faut aller à la requalification. Ensuite, je vais regarder l'heure, monsieur le président, on a parlé de l'imputabilité. Alors, plusieurs conseils de la défense sont revenus sur cette question en donnant l'impression que si les faits poursuivis n'étaient pas imputables aux accusés ici présents. Monsieur le Président, on a déjà dit ici dans cette salle que les faits qui ont été commis sont des faits qui sont imputables aux accusés qui sont ici. Et nous avons dit, nous disons et nous réitérons, Monsieur le Président, que les faits commis le 28 septembre 2009, avant et après, Monsieur le Président, ces faits-là sont bel et bien constitutifs de crimes contre l'humanité et de responsabilité du supérieur hiérarchique ou du chef militaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles, Monsieur le Président, qui sont devant vous. Et les accusés qui sont là, on a spécifié dans nos réquisitions, ceux-là qui doivent être retenus pour les faits de responsabilité de commandement et ceux-là qui doivent être retenus pour les faits de crimes contre l'humanité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Pour terminer, je voudrais vous entretenir par rapport aux propos qui ont été attribués au ministère public. Et pour ce faire, je partirai de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, parlant du traitement équitable des personnes poursuivies. Ceci, pour clore définitivement le chapitre de poursuite sélective, de communautarisation du procès, de poursuite politique et de poursuite téléguidée, Monsieur le Président. Il est dit à l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Plus loin, les personnes se trouvant dans les conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Nous fondons sur cette disposition, Monsieur le Président, et à la veille du procès, on a adressé des convocations aux accusés qui n'étaient pas en détention et qui sont venus avec leur conseil. Nous avons eu un débat houleux de pratiquement de 3 heures sur les dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale. Parce qu'en réalité, ces accusés-là devaient se constituer prisonniers. Ceux qui n'étaient pas là, c'est peut-être les conseils de M. Aboubakar Toumba qui n'étaient pas intéressés parce que lui, il était en détention. Mais ce qu'il faut relever, c'est que les avocats qui étaient présents ont, de manière unanime, conclu qu'il fallait absolument que leurs clients se constituent prisonniers. Le point nodal était de savoir comment est-ce qu'ils devaient se constituer prisonniers. Alors, ils nous ont demandé de leur permettre d'entretenir leurs clients pour les préparer moralement. Au lieu de ça, ils sont allés voir, certains avocats sont allés voir le garde des Sceaux, foulant au sol les dispositions de l'article 60, alinéa 4 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée. Permettez que je lise cette disposition, Monsieur le Président, parce qu'ils sont allés demander au ministre de la Justice d'intervenir dans cette procédure-là. Eh bien, cette disposition est bien claire. L'article 60, je lis l'avant-dernier alinéa, qui dit qu'il est interdit aux avocats de s'adresser sous quelque forme que ce soit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander d'intervenir par quelque moyen que ce soit dans les affaires pendantes devant les cours et tribunaux. Donc, n'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont retournés pour demander à ce qu'on leur permette de prendre leurs clients et de les mettre dans leur véhicule. Donc, ils étaient absolument consentants. Bon, j'avais pensé qu'ils auraient dû le dire, Monsieur le Président, mais ne l'ayant pas dit, il faut qu'on vous le dise. Alors, ce que M. Moussa Dadis Camara a dit, c'est effectif qu'il a été le premier à monter dans un bus, parce qu'on avait affrété des bus pour les permettre d'aller se constituer prisonniers. Et mieux que ça, à longueur de journée, depuis le début de ce procès, il s'attaque au courrier que le procureur de la République a adressé à l'administration pénitentiaire pour demander à ce que
si les accusés laissés en liberté jusqu'à la veille du procès venaient se constituer prisonniers, de les recevoir. Ben, ce sont des légalistes. Ils n'ont exercé encore recours contre cet acte administratif que le procureur de la République a entrepris, comme ils disent, pour maintenir leurs clients en détention. Mais l'un dans l'autre, Monsieur le Président, cette question est derrière nous par la décision que vous aviez rendue, la décision numéro 18 du 10 octobre 2022 qui a définitivement réglé cette question. Et par cette décision, la question de liberté, enfin, de résidence surveillée du président Dadis aussi a été réglée, bien qu'en phase de plaidoirie ici, la question refasse surface. Mais de toute façon, cette question est derrière nous. Monsieur le Président, il a été dit que nos poursuites sont sélectives, nos poursuites sont politiques, nos poursuites sont téléguidées. Mais ce qu'il faut relever, Monsieur le Président, ces personnes qui sont à la barre de votre tribunal n'ont pas été renvoyées par les juges d'instruction parce qu'ils appartiennent à telle communauté, comme ils veulent l'insinuer, parce qu'ils appartiennent à telle religion ou parce qu'ils appartiennent à telle branche politique. Ils sont renvoyés parce qu'ils sont supposés avoir commis des infractions à la loi pénale qui ont été discutées ici. Donc, qu'on n'amuse pas votre tribunal, ce sont des infractions de droit commun qui sont commises et les personnes poursuivies le sont pour avoir plus ou moins posé un acte qui est qualifié de crime par le législateur pénal. Donc, Monsieur le Président, ce qu'ils ne vous ont pas dit, que quand on a fait un courrier qui a fuité au parquet général, par rapport au général Sekouba dont on parle tant, il y a une poursuite régulière, ils le savent, parce que certains avaient félicité le procureur que je suis par rapport aux poursuites qu'on avait engagées contre le général Sekouba Konaté. Donc, ne pas le dire, c'est Monsieur le Président, c'est retenir une information qui sont vraiment au courant. Mais nous, on ne plaide pas par voie de presse, enfin on ne le requiert pas par voie de presse, j'allais dire, on n'est pas à la presse. Depuis le début de ce procès, on s'est contenté d'un seul communiqué. Eh bien, nous communiquons quand c'est nécessaire. Monsieur le Président, il y a eu des propos assez discourtois, mais puisque c'était la phase des réquisitions et plaidoiries, pour respect à votre tribunal, on n'a pas voulu arrêter qui que ce soit. On n'a pas voulu lever la main pour vous demander à ce que les avocats concernés retirent leurs propos. Il a été dit ici que le ministère public a été déloyal. Bon, parlant de déloyauté, c'est une expression qui est chère aux avocats. Eh bien, Monsieur le Président, motif pris de c'est que le procureur de la République a écrit pour demander un renseignement au centre d'instruction de Kalea. Bien vrai, mais comment est-ce que les avocats de M. Moussa Dadis Camara ont obtenu une pièce qui n'était pas dans le dossier, qui est attribuée à M. Toumba Diakité? Comment ils l'ont obtenu? Parce que ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier. Ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier, M. le Président. Parlant de déloyauté de ces avocats et du procureur qui est investi quand même d'une mission, celle de représenter toute la société, qui prend un acte administratif officiel pour écrire, et l'acte est versé au dossier, les réponses sont versées au dossier. Quel est l'acte qui leur a servi d'obtenir ce document-là qui ne se trouvait pas dans le dossier? De qui se moque-t-on? Ensuite, Monsieur le Président, certains ont dit que le parquet est l'ennemi des accusés. On l'a entendu. Les autres ont dit que le parquet n'a pas branché un mot ou bien les allégations du parquet. Je voudrais vous faire observer, Monsieur le Président, que ce sont des propos assez discourtois vis-à-vis du ministère public que nous représentons. Et ça, c'est contraire aux dispositions de l'article 68 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat. Je vous en épargne la lecture parce que nous sommes vers la fin du temps qui nous est imparti. Enfin, Monsieur le Président, ils ont parlé, ils ont dit, certains parmi eux ont soutenu que, au lieu de démontrer l'infraction,
qu'un membre de ce parquet s'est mis à pleurer. Monsieur le Président, dans nos constitutions, dans nos différentes constitutions physiques, il y a des caractères qui sont acquis et d'autres qui sont innés. Nous n'avons pas du tout les mêmes caractères acquis et nous n'avons pas du tout les mêmes caractères innés. Vous ne pouvez pas dénier à une personne un caractère inné. Le procureur dont il s'agit, c'est un père de famille. Ce qui aurait été blâmable, c'est si il faisait, il empruntait, si vous voulez, il faisait usage des connaissances personnelles qu'il a de ce dossier pour en faire usage à la barre de votre tribunal. Parce que l'un dans l'autre, ces accusés, on les connaît plus ou moins. Il y en a qui ont déféré des procédures devant nous, Monsieur le Président, mais sur ce plan, motus et bourse cousu. Donc, Monsieur le Président, en plus de ce que mes collègues ont dit, nous maintenons in extenso que les réquisitions que nous vous avons présentées et nous vous prions de nous suivre dans nos réquisitions. Parlant de l'article 60, Monsieur le Président, je viens d'en donner lecture. Monsieur le Président, je parle de l'article 68. Il est dit que l'avocat doit à tout moment et en tout lieu observer une conduite exemplaire empreinte de dignité et de probité morale. Donc, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas ici pour employer des propos assez discourtois. Nous sommes dans un temple où vraiment c'est trop solennel pour que des propos discourtois y soient employés. Merci, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs.